Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku, je suis là pour vous présenter comme chaque semaine toutes les sorties manga au Québec. J'ai un très beau programme pour vous encore cette semaine. Désolée pour le petit retard pour ceux qui attendent ça comme toutes les semaines avec impatience. Encore des problèmes techniques. Le jour où on n'a plus de problèmes techniques avec Facebook, je pense que je me rase la tête, ok? On va faire ça comme deal. Alors, beau programme aujourd'hui, comme je le disais, puisque j'ai la réédition de Sailor Moon qui avait pris du retard puis qui est enfin arrivée. J'ai deux josei super sympathiques. J'ai un livre sur les Sento qui m'a fait rêver de voyage. Et un shonen fantasy plutôt très cool avec lequel je vais commencer d'ailleurs. Alors, je vais commencer avec lui, ça s'appelle Kingdom of Knowledge. C'est par les éditions Kana. Et donc c'est un shonen de fantasy qui met à l'honneur le livre, la connaissance, et puis surtout la ruse et la suprématie de la stratégie versus la force. Allô Romy, bienvenue, allô Sarah, bienvenue aussi. Donc en fait on est dans un royaume dans lequel jadis les hommes et les elfes. Oups, alors attendez, voilà. On est dans un royaume où jadis les hommes et les elfes vivaient en harmonie. Parce que tout simplement, les hommes étant puissants et forts, protégeaient les elfes qui eux étaient tout petits et vraiment pas costauds. Donc ils avaient conclu un pacte de protection avec les humains. Et en échange, les hommes qui ne savaient ni lire ni écrire et qui n'étaient pas capables de déchiffrer les écrits des anciens avaient besoin de l'intelligence et de la connaissance des elfes. Alors ils ont conclu un pacte qui servait bien aux deux parties. Allô Angélique, bienvenue. Le problème c'est qu'un jour ce pacte a été rompu et depuis ça se passe un petit peu moins bien pour les elfes. Alors on suit un jeune elfe qui travaille dans une bibliothèque pour les humains, puis en fait sa job c'est de traduire tous les anciens écrits dans la langue des humains afin qu'ils puissent le déchiffrer puis obtenir un jour la connaissance. Et on lui dit qu'une fois qu'il aura traduit les 20 000 livres de l'immense bibliothèque, et d'ailleurs la vue sur la bibliothèque est superbe, une fois qu'il aura traduit ces 20 000 livres, il pourra enfin sortir. Il n'est jamais sorti de la bibliothèque. Voilà, la vue sur la bibliothèque, elle fait quand même rêver, moi je trouve. Il n'est jamais sorti et on lui propose de sortir une fois qu'il a traduit les 20 000 livres, sauf qu'il est tellement rapide à sa tâche, puis tellement smart, qu'il va arriver assez rapidement à traduire les 20 000 livres. Et le jour où ça se passe, bien sûr, on lui dit finalement, non, tu peux pas sortir en fait. Alors, notre héros va décider de s'échapper. Et là, il va arriver dans un monde hostile auquel il était bien peu préparé. Et il va, en fait, tout simplement se servir de ses connaissances qu'il a acquises en traduisant ces 20 000 livres afin de mettre les gens dans sa poche. Et donc de s'allier, d'avoir des alliés finalement pour sa protection. Donc on est vraiment sur un shonen de fantasy avec un déroulement assez classique mais un personnage principal qui est quand même très intéressant, auquel on s'attache très vite, les dessins sont plutôt bien faits, c'est assez cool. Attendez, je pense que j'ai encore un problème technique parce que ça me dit que Sarah regarde, mais ça fait 15 fois que ça me dit que Sarah regarde. Alors merci de regarder Sarah, mais c'est bon, j'ai compris Facebook, merci. Donc j'espère qu'il n'y a pas de commentaires que je manque, mais malheureusement je ne le vois pas. Alors voilà, donc c'était Kingdom of Knowledge, le premier volume vient tout juste de sortir. Et je continue avec un autre shonen, mais alors là pour le coup on est vraiment sur de l'horreur. Alors c'est une adaptation d'un jeu vidéo et ça s'appelle Siren Rebirth. Le jeu vidéo qui est adapté, alors attendez, je me rappelle plus le nom du jeu vidéo, je vais le retrouver tout de suite, c'est Forbidden Siren. Oh, je vois ton commentaire Sarah, yes! Merci Jérémy pour me dire que ça va. On a tellement de problèmes techniques à chaque fois, c'est juste complètement irritant. Donc Siren Rebirth qui est l'adaptation du jeu vidéo Forbidden Siren que moi je ne connaissais pas, je sais pas si l'un d'entre vous connaît ce jeu vidéo. Alors c'est quand même assez intense. Alors ça se
passe sur plusieurs timelines différentes. Honnêtement, je l'ai lu comme hier soir, puis là j'étais comme mon dieu, je comprends rien, il y a trop de personnages. Enfin, bref, je l'ai relu ce matin et je me suis aperçue qu'en fait si on suit vraiment ce qui est écrit et qu'on passe pas juste, tu sais quand il y a l'indicateur en haut de la case pour dire où ça se passe, puis quand ça se passe, que tu lis jamais parce que tu t'en fous, ben en fait faut pas s'en foutre, il faut lire ça. fait que j'ai relu avec tous les indicateurs temporels, puis tout d'un coup tout prenait son sens. Alors on commence par suivre un frère et une sœur dans une auto et la sœur dit à son frère qui est prêtre, enfin lui est prêtre, elle lui dit qu'en gros son fils est mort. Mais elle a pas l'air d'avoir d'émotion par rapport à ça, fait que c'est vraiment vraiment bizarre. Et au bout de quelques pages, il y a un cadavre qui tombe du ciel, qui sur leur auto et qui provoque un accident, suivi d'une auto qui elle également tombe du ciel. Puis ça coupe là. On change de ligne temporelle, puis on suit deux jumeaux dont l'un est le fils d'un prêtre et l'autre a été recueilli par une famille assez étrange avec une mère qui bizarrement semble ne pas avoir d'émotion. Ah, c'est là qu'on voit le lien avec la première timeline. Et il va se passer 2-3 petites choses étranges par rapport à ces deux personnages-là, et notamment le prêtre va être retrouvé pendu, soi-disant qu'il se serait suicidé à la suite d'un rituel qui serait mal passé. Puis on bascule sur une autre timeline et on va découvrir notre personnage principal qui se promène en forêt à vélo et a décidé, en fait, il a entendu parler d'un massacre qui aurait eu lieu dans un village. Alors il a décidé d'en savoir un peu plus parce qu'il est très curieux, il va écrire un article à propos de ça. Donc il a décidé de se rendre dans ce village, et puis à peine arrivé, les roues de son vélo sont crevées et il a plus de réseau sur son cellulaire pour au cas où il aurait un problème. Alors voilà un petit peu le setup de Siren Rebirth, c'est quand même assez intense. Je vous ai pas montré les images les plus gore, mais honnêtement les scènes gore sont vraiment gore. Donc j'essaye de faire ça soft quand même, mais sachez que si vous aimez l'horreur gore, vous allez être servi. Vous avez ce genre de scène assez effrayante aussi. Donc à partir de là, c'est là qu'on va commencer notre histoire principale, mais on va toujours rebondir entre différentes timelines et c'est très facile de se perdre et c'est très facile aussi d'être angoissé parce que il y a une espèce de... l'ambiance angoissante est super bien rendue, tant au niveau des plans, la manière dont les plans sont cadrés fait que ça rend une ambiance hyper angoissante, donc c'est très bien fait. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Aucune idée, mais voilà, on sent un petit peu comme dans Silent Hill ou dans The Ring, ce genre d'ambiance si vous voulez, donc avis aux fans d'horreur. Alors ça s'appelle Siren Rebirth. Et je continue avec, allez, on va y aller avec ça, c'était quand même très attendu puis très retardé. Jérémy, tu dis pourquoi on se promène dans les timelines? Ben, je suppose que c'est pour servir l'énigme, parce qu'il y a quand même... Au-delà de l'horreur et du gore, il y a quand même une énigme qui est assez présente. Je vous ai pas tout révélé parce que je veux pas vous spoiler non plus, puis je veux quand même que vous ayez encore envie de lire le tome 1, parce que sinon ça sert à rien. Mais vraiment, on bouge en fait d'une timeline à l'autre. Alors on commence en 95, ensuite en 2005, puis ensuite en 2019. Et puis on va vraiment changer d'univers à chaque fois, puis on va revenir, retrouver des personnages pas au même âge, on sait pas vraiment qui est qui. Fait que ça entretient vraiment le mystère, donc c'est sûr que faut suivre, mais une fois qu'on lit ça vraiment correctement puis qu'on prend le temps, vraiment on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer finalement, le mystère reste entier. Alors mon prochain, on change d'univers, c'est la réédition tant attendue des Sailor Moon, c'est le Eternal Edition qui était paru déjà en anglais et qui paraît cette fois en français. Alors il a été tellement retardé qu'au final les deux premiers volumes sont sortis en même temps, donc les voici. Alors... ouais, c'est difficile à suivre, tu dis Jérémy. Oui, c'est ça, faut être concentré, c'est comme... faut vraiment être concentré. Comme dans les thrillers, finalement. Alors, la Eternal Edition de Sailor Moon, très belle édition, refaite. Pour celles qui la connaîtraient déjà en anglais, elle est assez similaire en français. On commence par quelques pages couleurs, comme ici. Voilà. Et ici également.
quelques pages qui sont bien sympas. Et puis ensuite on embarque dans notre histoire. Très belle qualité de papier, très belle impression, les dialogues ont été retravaillés. Les dessins, je ne penserais pas qu'ils étaient retravaillés parce qu'ils avaient déjà été retravaillés lors de la précédente édition, donc je pense qu'ils sont assez tels quels. Donc c'est plus une édition à collectionner, on va dire. Pour ceux qui connaîtraient l'édition anglaise, alors moi j'attendais avec impatience celle-ci. Le truc c'est que, comme vous voyez, c'est un format, c'est ni grand ni petit, puis surtout s'il n'y a pas de jaquette, c'est un format avec un hardcover comme ceci. Alors je suis pas très fan de l'édition, je trouve pas que ça rende hommage au style manga. Disons que c'est pas habituel dans le style manga d'avoir des couvertures rigides comme ça, un peu brillante, un peu comme on trouve dans les bibliothèques finalement. Fait que moi c'est pas une édition qui m'a beaucoup séduit, je suis un petit peu déçue versus la Eternal Edition en anglais qui était vraiment magnifique. Par contre le truc qui est cool c'est que si vous achetez un des 2 volumes, ça vient avec une collection de signets gratuits qui sont vraiment super beaux. Alors c'est des très grands signets de même, j'en ai dessus, oui j'en ai. Je vais vous les montrer, ce serait dommage de ne pas vous les montrer. Voilà les signets. Ils sont quand même très cool. Vous voyez, ça vient dans un grand contenant comme ça. Puis il y a 5 signets avec les 5 sellers. Puis les signets sont vraiment de bonne qualité. Ils sont un peu translucides. Ils sont vraiment très beaux. Fait que vous avez ça offert si vous achetez l'un des 2 volumes. Ça c'est quand même cool. Ceux qui sont des fans de Sailor Moon, ça reste une édition qui est très bien faite. Hein, et je suis consciente qu'il y a beaucoup de travail derrière. C'est juste que mon seul truc c'est que j'ai trouvé l'édition anglophone un petit peu plus réussie, mais c'est de très bonne qualité honnêtement, comme tout ce que Pika fait en général. Donc c'est la réédition de Sailor Moon en Eternal Edition. Et je continue avec un livre informatif sur les sento. Alors c'est Sento, l'art des bains japonais. Alors pour ceux qui sont déjà allés au Japon ou qui ont envie d'y aller, le Sento c'est vraiment un endroit où il faut absolument aller. On connaît les onsen, vous savez, c'est ces bains qui ressemblent au spa chez nous, puis c'est comme en plein air, dans la montagne, avec des sources naturelles, c'est malade. Le Sento est un petit peu moins connu, en fait le Sento c'est aussi des bains publics, c'est ce qui remplaçait les salles de bain quand... à l'époque où les Japonais n'avaient pas tous des salles de bain dans leur appartement parce qu'ils vivaient dans des tout petits appartements, ils n'avaient pas la place. Avec le bain public est resté une institution pendant très longtemps. Et aujourd'hui encore, alors que la plupart des Japonais ont des salles de bain, la tradition du Sento, ça reste vraiment quelque chose quand même d'assez ancré. Alors c'est plus les vieilles personnes qui y vont. Mais en gros, donc ça c'est un livre qui vous parle des Sento et qui vous donne des bonnes adresses pour y aller. Alors moi quand je suis allée au Japon, je suis allée très souvent dans les Sento, puis j'ai adoré ça. C'est vraiment, c'est fait pour te laver, mais en fait tu fais juste y passer des heures parce que c'est super agréable, les bains chauds, les bains froids, etc. Alors c'est pas luxueux comme les onsen, c'est vraiment des endroits très populaires, puis tu te mêles en fait à la population, tu écoutes un petit peu les petites mamies qui viennent, puis c'est comme si comme leur réunion de la semaine où elles se retrouvent tous ensemble, fait que c'est vraiment cool. Donc je pense que ce livre là va définitivement terminé dans ma bibliothèque en prévision du prochain voyage au Japon, c'est à peu près sûr. Donc c'est Sento, l'art des bains japonais. Et je continue avec le nouveau Pokémon. Alors, c'est sûr que c'est... Jérémy, tu dis c'est un bain public. Oui, c'est ça, c'est vraiment un bain public. C'est pas quelque chose qui est fait normalement pour se détendre ou avoir un loisir de luxe. C'est vraiment fait pour se laver. Et puis, ça a une vocation ça avait une vocation très sociale aussi. Fait que c'est vraiment intéressant en tant que voyageur d'aller là-bas. Puis les étrangers sont tout à fait admis dans les Sento. Fait que c'est quand même assez cool. Donc Pokémon, nouvelle série qui s'appelle Épée et Bouclier. Bon, j'en dirai pas énormément de choses. Les fans de Pokémon suivent assidûment toutes les sorties. Ceux qui sont moins fans, probablement que c'est un petit peu trop avancé dans les différentes saisons, dans les différentes histoires pour que ça vous intéresse. Donc Épée et Bouclier, on suit un très jeune dresseur inexpérimenté qui va arriver faire la connaissance de dresseurs beaucoup plus expérimentés qui sont en lien avec une professeure qui est une experte des Pokémon et des tournois. Ces 2 dresseurs expérimentés ils ont tous les 2 des vrais noms, mais on les surnomme Épée et Bouclier, c'est leur surnom, donc d'où le titre. Je vous montre un petit peu les images.
Et notre jeune héros va faire un bout de chemin avec eux afin de participer à des tournois de Pokémon auxquels il n'aurait pas forcément eu accès s'il était resté tout seul, parce qu'il connaît pas grand chose finalement, hein. Il arrive puis il est comme un petit peu perdu, le pauvre petit garçon. Alors voilà, donc c'est Pokémon. Si vous aimez la série Pokémon, évidemment c'est très très fidèle à ce qui se fait habituellement. Si vous voulez offrir ça en cadeau à un enfant ou quoi que ce soit, c'est très adapté. Je dis toujours, Pokémon, c'est pour les enfants aussi, c'est adapté aux enfants parce qu'il n'y a pas de sang ou quoi que ce soit, mais il faut faire attention parce qu'il y a des Pokémon qui meurent, et il y a des enfants qui ont été choqués, alors que dans les autres, dans les jeux ou quoi que ce soit, on les voit pas tant mourir finalement. Alors, donc c'est Pokémon Épée et Bouclier, la nouvelle série Pokémon. Je continue avec une autre réédition d'un vieux manga qui s'appelle Aozora Yell. J'ai les 2 premiers volumes qui sont sortis. Alors c'est dans toute cette vague de réédition que l'éditeur Panini nous offre. Aozora Yell, c'est un shoujo que je qualifierais de sportif, même si ça parle plus de musique, mais on est vraiment dans l'esprit de compétition et c'est monté comme un manga de sport. Un style un peu rétro, puisque comme je dis c'est quand même un vieux manga, mais pas tant rétro finalement. Quand j'ai vu que la réédition allait avoir lieu, je me suis dit oulala, ça risque d'avoir pris un sale coup de vieux, puis ça va pas être beau à voir. Puis finalement, ça a très bien vieilli et la lecture est super bien, super fluide, j'ai adoré ça. Alors, donc on suit une jeune fille qui intègre un cégep prestigieux. Pourquoi ce cégep est prestigieux? Tout simplement parce que il est connu pour sa fanfare, qui a participé à plein de concours nationaux et qui a eu plein de distinctions. Donc en fait il y a plein d'élèves qui s'inscrivent dans ce cégep uniquement pour participer à la fanfare. Puis le cégep est aussi connu pour son équipe de baseball qui, même chose, a remporté beaucoup de trophées au niveau national. Alors elle intègre ce cégep, mais elle a jamais joué de musique. Elle est complètement débutante, puis elle va aller s'inscrire directement à la fanfare. Avant ça, elle va rencontrer un jeune homme de sa classe, qui est Daisuke, qui est juste ici. Daisuke va vraiment l'impressionner par son charisme et son calme. Elle va être amenée à le recroiser plusieurs fois. Donc on imagine par la suite évidemment une romance entre les deux, mais c'est pas le point central de l'histoire. Alors notre héroïne va intégrer la fanfare avec une prof de musique très très sévère que vous voyez ici. Elle a toujours à peu près cette tête-là. Elle intègre la fanfare, puis elle va se rendre compte qu'en fait elle sait absolument rien faire. La première chose qu'on lui demande, c'est de souffler dans un ballon qui est très dur à gonfler pour voir si elle a assez de souffle pour jouer de la trompette. Puis comme ça marche pas, elle doit faire un entraînement sportif vraiment difficile, elle doit courir, elle doit faire des abdos, elle doit vraiment s'entraîner comme une sportive. Ce qui fait que le fait de recroiser Daisuke, qui lui a intégré le club de baseball, et qui est un peu la star, je dirais, parce qu'il est super bon en baseball. Le fait de fréquenter ce gars-là, ça va en fait lui permettre de savoir un petit peu où aller dans son entraînement, parce que elle se sent seule, ses amis, sa famille, tout le monde lui dit « Écoute, c'est trop dur pour toi, tu y arriveras pas, puis c'est pas grave, c'est correct si tu y arrives pas. » Jérémy, tu dis c'est plus musique que sport. C'est un petit peu des deux, parce que l'héroïne fait de la musique, puis le héros fait du sport, mais le personnage principal c'est vraiment l'héroïne. Fait que je dirais que c'est légèrement plus musique, mais on parle quand même aussi de sport, puis comme je disais, son entraînement musical est tellement sportif que finalement ça ressemble à un entraînement sportif. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Hop, voilà, encore quelques images, le temps que je sache où j'en étais. Je sais plus où j'en étais, fait que je vais m'arrêter là. Je lis vos questions, puis après je sais plus. Alors c'est Aozora Yell, les 2 premiers volumes ont été réédités, c'est une petite série qui va être assez courte, et merci à Panini pour rééditer des séries qu'ils avaient arrêtées dans le passé, on aime ça. Je continue avec rapidement, un petit livre sur Animal Crossing, le jeu. Donc c'est 100 trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis. Donc il y a une planche de stickers qui est inclue à la fin, je crois. Je vais essayer de vous la trouver quelque part. Ah voilà, au début, ici, des petits stickers. Puis vous avez plein de trucs sur le jeu Animal Crossing. Donc c'est un petit peu comme un guide de jeu finalement. Voilà, ça ressemble à ça. J'y vais rapidement parce que c'est pas forcément notre spécialité. Si je continue
rapidement dans les trucs créatifs, j'ai une boîte de 20 origamis cultes par les plus grands maîtres d'origami. En général, ce qu'on trouve dans les trucs pour faire de l'origami, bah, c'est la grue, la grenouille, le poisson, tous les trucs un peu basiques. Puis là, j'ai l'impression que c'est quand même des origamis un petit peu plus travaillés, un peu plus compliqués, qui ont été pensés par des maîtres, puis même des fois avec plusieurs feuilles, comme ici, où on voit qu'il y a comme 2 couleurs de feuilles différentes. Bref, pour ceux qui aiment le crafting, puis en particulier l'origami, j'ai l'impression que ce coffret va être quand même assez cool. Donc ça ressemble à ça, c'est 20 origami cultes. Et rapidement, un nouveau livre de dessin qui s'appelle Je dessine comme un mangaka, qui est plus axé à un public enfant. Excuse-moi Jérémy, j'avais pas vu ta question, tu demandes si c'est un slice of life pour Aozora Yel. Oui, on pourrait prendre ça comme un slice of life, un peu à la Your Lie in April, mais en moins déprimant. Mais oui, un petit peu dans ce genre, oui. Donc je dessine comme un mangaka, alors c'est super shiny, ça fait mal aux yeux, c'est un gros livre hardcover, en fait il y avait eu toute une série de livres pour dessiner qui s'appelait Je dessine comme un mangaka, puis qui était à thème, puis celui-ci regroupe toutes les thématiques. Alors il y a les héros, il y a les monstres, il y a les filles, il y a comme plein de trucs, les personnages imaginaires, mais comme vous voyez le design est quand même assez simpliste, même si les dessins sont finalement, il y a quand même des postures comme celui-ci qui est quand même assez compliqué à réaliser, mais la manière dont le livre est fait s'adresse quand même à un public assez jeune. Voilà, donc c'est Je dessine comme un mangaka. Je reprends avec... je vous ai parlé au tout début que j'avais eu deux super josei sur lesquels j'ai vraiment trippé, alors je vais commencer avec celui-ci qui s'appelle Chacun ses goûts. Très très beau josei qui parle à la fois de bouffe, de slice of life, d'être différent et de s'assumer tel qu'on est, avec des super beaux dessins. Alors on suit une jeune fille qui est une véritable otaku. Elle est collectionneuse, elle passe ses journées à jouer, en fait à chacune de ses pauses à sa job, elle fait juste jouer sur son cell ou elle s'emmène une console portable, parle pas avec les autres parce qu'elle préfère être toute seule simplement, ça lui pèse pas, ou en tout cas elle se convainc elle-même que ça ne lui pèse pas, elle est très bien toute seule et dès qu'elle a fini de travailler elle rentre chez eux, puis elle va jouer à un jeu vidéo, écouter un anime ou quoi que ce soit. Elle vit toute seule. Et son petit plaisir aussi en fin de semaine, c'est qu'elle a un café où elle est une habituée, où elle va pour manger des pâtisseries parce qu'elle adore le sucre, et puis boire de l'alcool toute seule, jusqu'à ne plus en pouvoir. Marilyn, tu dis, il m'intéresse beaucoup celui-là, merveilleux. Oui, tu vas voir, je vais finir mon explication, puis il va encore plus t'intéresser parce qu'il est vraiment cool. Donc là, elle boit comme tous les vendredis soirs, toute seule. Elle connaît bien la barmaid, c'est une amie, fait que là, elle discute, c'est sa soirée. Des fois, elle retrouve une amie otaku, elle parle des derniers épisodes d'anime qu'elles ont écoutés. Et puis un jour, elle va croiser à ce café ce personnage-là. Cette magnifique femme qui l'impressionne beaucoup en fait. Elle est comme, ça a l'air d'être quelqu'un d'hyper épanoui, d'hyper bien dans ses baskets, elle est belle, elle s'assume complètement, j'aimerais ça être comme elle. Puis elles vont boire toute la soirée ensemble et sous l'effet de l'alcool se convaincre que ça serait cool de faire une coloc parce que elles vivent toutes les deux toutes seules. Fait que là elles vont passer la nuit l'une chez l'autre, je sais plus laquelle chez laquelle, mais en tout cas. Et puis quand elles vont se réveiller, notre héroïne va se rendre compte que cette magnifique femme n'est pas une femme mais un homme. Alors on l'appelle une one, donc one c'est un terme, ça veut dire grande sœur en japonais, c'est un terme qui est utilisé au Japon pour désigner les hommes très efféminés. Alors on saura jamais si c'est un travesti ou un transsexuel, c'est pas vraiment le point ici, mais boire de l'alcool toute seule, tu dirais. Le fait est que c'est quelqu'un qui est différent de la norme entre guillemets et qui s'assume totalement. Donc elle va découvrir que cette magnifique femme est un homme et elle va se dire non mais je peux pas faire une coloc avec un homme, ça marche pas. Puis finalement de fil en aiguille ils vont quand même décider de faire une coloc ensemble avec une condition. Notre héroïne se nourrit exclusivement de gelée comme vitaminée parce qu'elle n'a aucune envie de passer du temps à cuisiner ou à manger, elle préfère jouer ou lire des mangas. Et donc la condition c'est que une fois par semaine, l'un et l'autre vont se faire chacun un bento pour l'autre en cadeau pour que
pour montrer qu'on pense à son ami, puis on prend du temps pour son ami, on réfléchit à ce qui lui ferait plaisir, etc. Donc c'est la condition de la coloc. C'est quand même assez cool. Et c'est de là que va partir cette belle histoire d'amitié. Et en fait, notre Oné va tout faire pour que la jeune fille qui est otaku fasse en sorte d'assumer. Comme les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu t'as pas envie de voir du monde à ta pause déjeuner? C'est correct. Tu préfères collectionner des figurines plutôt que t'offrir un resto? C'est correct, mais assume-toi. Fait que ça va être vraiment toujours le discours que les deux amis vont avoir ensemble, et c'est très très cool. Comme je disais, c'est bien dessiné, ça donne quand même faim, les bentos sont super beaux. Et il y a des petites recettes à chaque chapitre, bon rien de très compliqué, mais des onigiri, des choses comme ça. Voilà, un œuf dur macéré à la japonaise, c'est cute, et comme je disais, c'est super bien dessiné. Donc ça s'appelle Chacun ses goûts. Je continue avec, on parlait de dessin, mais alors là c'est assez spécifique, c'est une réédition en petit format de poche, c'est les leçons particulières d'Osamu Tezuka. Il existait en grand format, déjà il coûtait assez cher. Ce qui est cool, c'est qu'avec ce format-là, le prix redevient très très raisonnable. En fait c'est un manuel technique de dessin, mais écrit par Tezuka. Quand même, le maître incontesté, le dieu du manga, qui nous explique son processus créatif, c'est quand même super intéressant. Fait que s'il y a des artistes parmi vous, des gens qui sont fans de manga et qui dessinent, je vous conseille vivement la lecture. Il donne plein de petits trucs et astuces. C'est un petit peu comme l'apprenti mangaka de Akira Toriyama, avec une touche humoristique, mais peut-être moins axée sur le côté humoristique, puis plus de texte. Vous voyez, c'est quand même très très technique texte. Romy, tu dis au Japon il y a des Oné vraiment belles, dur de savoir que c'est un homme. Ben oui, mais c'est clair. Puis là, je veux dire, tu la vois, puis t'as aucune idée. C'est quand même, elle est vraiment super belle. Nicolas, tu me demandes est-ce que c'est un one shot? Non, c'est une série, mais ça va être une série courte. C'est le label Life de Kana, le nouveau label qui fait de la tranche de vie, Josei, et souvent c'est des séries très courtes qui font fait. Je sais plus combien de volumes, mais c'est sûr que ça va être une série courte. Donc voilà pour les adeptes du dessin, les leçons particulières d'Osamu Tezuka. Un guide très attendu de manga, c'est le My Hero Academia Ultra Analysis, qui est en fait un second guide. Il y avait eu le Ultra Archive, qui était sorti en même temps que le tome 7, si je me rappelle bien, de My Hero Academia. Donc là, le Ultra Analysis, c'est le deuxième guide officiel. On approfondit un peu plus l'univers. Alors attention, hein, je vais essayer de pas tomber sur des pages de spoil, parce que c'est le genre de guide où il faut être quand même assez à jour, sinon on se spoil, et c'est pour ça qu'ils les sortent au fur et à mesure. Donc ils avaient sorti le Ultra Archive avec le tome 7, puis il fallait quand même avoir lu comme les 3-4 premiers volumes. Puis là, même chose, il faut être relativement avancé dans la série si on veut pas se spoiler des choses. Fait que bien attention, mais ceux qui sont fans de l'univers, c'est vraiment très épais, il y a beaucoup de contenu. Fait que si vous êtes fan de la série, à se procurer absolument. Puis alors ce qui est cool, c'est qu'il y a une version de luxe qui est sortie. Je vais vous la chercher. En fait, vous avez un coffret qui est sorti avec le tome 27. Donc ça, c'est le tome 27 de My Hero Academia qui est sorti en version régulière, 12,95 comme d'habitude. Et là, vous avez le coffret collector. On a quelques exemplaires, hein. C'est une édition vraiment hyper limitée. Quand il y en a plus, il y en a plus. C'est premier arrivé, premier servi. Donc le coffret My Hero Academia 27 plus le guide Ultra Analysis. Vous avez aussi un calendrier c'est un calendrier perpétuel. Non, c'est pas un calendrier perpétuel, c'est un calendrier 2021, je m'excuse. Et vous avez un ex-libris à l'intérieur, puis un marque-page. Ce qui est cool aussi avec la version du 27 de My Hero Academia, c'est que son cover est réversible. Vous voyez, c'est pas le même cover. En fait, c'est le même, mais il est réversible. Alors que celui-ci ne l'est pas. Attendez, je vais vérifier avant de vous dire des bêtises. Non, il ne l'est pas. Il est bien blanc. Sarah, Facebook, il veut vraiment que je sache que tu regardes parce que il continue à me dire que tu regardes. Je sais pas ce que tu as fait à ton Facebook, mais alors... Donc voilà, le coffret avec le guide plus le tome 27, ou le tome 27 tout seul, ou le guide tout seul, vous avez le choix, tout est possible. Et pour finir avec les guides, j'ai très hâte de le lire, mais on s'entend que en une semaine, j'ai pas le temps de lire tout ça, mais c'est sûr que je vais le lire au complet. Alors ça s'appelle 100 séries d'animation japonaise. C'est par les éditions Inis. C'est eux qui avaient fait l'histoire du manga moderne, qui est un guide
absolument merveilleux sur l'histoire du manga. Et puis là, ils refont un petit peu le même principe avec des séries animées. Hop, Edgar détective cambrioleur ou Lupin. Sarah, tu veux montrer à quel point tu es fan? Oui, c'est même écrit super fan avec un diamant, c'est quand même cool. Cat Size, l'animé de mon enfance c'était Cat Size. Alors c'est autant régressif et nostalgique que informatif. Hop, c'est que des trucs régressifs. Je tombe, je vous jure que je le fais pas exprès là, mais je tombe sur toutes les séries de mon enfance, c'est quand même assez fantastique. Ah, là ça va être trop récent pour moi. One Piece, j'étais déjà grande malheureusement. Alors, One Piece... Et puis des trucs beaucoup plus récents, l'attaque des titans, etc. Donc les 100 séries cultes animées d'animation japonaise. On a plein d'infos techniques sur la série, comme le titre original, qui l'a réalisé, par qui le scénario, le character design, qui a fait la musique, la durée exacte, bref, des informations très direct comme ça, puis une petite analyse, un petit résumé, pourquoi la série était intéressante. Inis, c'est vraiment un éditeur qui sait rendre ses guides manga super intéressants, fait que si c'est quelque chose qui vous tente, allez-y, vraiment en toute confiance, c'est très fiable. Et je terminerai par... Tu adores ce livre? Ouais, il est vraiment beau. Beau et intéressant, c'est ça qui est cool. Je terminerai par mon deuxième josei de la semaine qui était un véritable coup de cœur. Je pense que si je dois élire mon coup de cœur de la semaine, j'ai beaucoup aimé, chacun ses goûts, mais je crois que j'ai encore préféré Nine Lives Man, un amour à sens unique. Alors, le cover était vraiment intriguant avec ce petit 9 vies en style un peu jeu vidéo rétro. Également l'arrière du cover avec deux personnages intéressants puis qui ont des vies au-dessus de leur tête. Alors on était très intrigués par ce livre quand c'est arrivé et je dois dire que j'ai pas été déçue. Alors ce qui est cool, c'est que c'est un manhwa, c'est chinois et ça ne ressemble pas du tout à ce qui se fait habituellement au niveau du manhwa. C'est très japonais dans le style avec des personnages qui ont des prénoms chinois. Alors quand on est moins habitué, on s'y perd un petit peu avec les noms des personnages, mais il n'y a pas trop de personnages donc c'est quand même assez simple. Encore un très beau dessin, encore une très belle héroïne comme vous pouvez le voir. Et je dis héroïne, mais en fait c'est le personnage secondaire. C'est chinois, bah oui c'est chinois, et puis vous voyez au niveau du dessin, ça ne se voit pas du tout. C'est vraiment très moderne. Je dis souvent quand je présente les manhwas chinois que, alors soit c'est un style très traditionnel et esthétique, travaillé mais réaliste, soit quand on tombe un peu dans le style shonen, on est un peu keten, hein, dans le style très chargé, et là on n'est vraiment pas dans ce style là, c'est hyper moderne, hyper épuré, tout fait à la main, franchement j'ai adoré. Donc pourquoi Nine Lives Man? Tout simplement non, c'est vraiment pas simple en fait. On va suivre un garçon qui, quand il était jeune, quand il était, mettons, en secondaire, il est tombé amoureux d'une fille, comme ça, par hasard, sans qu'il s'en rende compte. Puis à ce moment-là, des 9 vies sont apparues au-dessus de sa tête. Et il a été amené à recroiser cette fille plusieurs fois et à chaque fois qu'il s'est passé certains événements, mais il n'a pas été capable de déterminer exactement quand et qu'est-ce qu'il provoquait, les vies descendaient au-dessus de sa tête. Il n'a aucune idée de pourquoi ni comment et il n'a aucune idée de ce qui va se passer quand les vies tomberont à 0. C'est un petit peu stressant quand même. Et puis, quand le manga qu'on va commencer, il est à l'âge adulte, il est devenu avocat, un avocat vraiment très brillant, et il a besoin d'une nouvelle assistante. Et l'assistante que son patron va embaucher pour lui n'est autre que la femme que je vous ai montrée au tout début, et qui n'est autre que la jeune fille dont il était tombé amoureux quand il était au secondaire. Il ne l'a jamais oubliée. Tu dis normalement c'est laid. Oui, j'ai pas dit c'est laid, j'ai dit c'est keten. Mais après c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux pas juger non plus. Donc, je reprends, il est avocat, puis il est
on lui attribue cette assistante qui n'est autre que la fille dont il est amoureux. Puis là, il est persuadé qu'elle l'a oublié, il y a comme 14 ans qui se sont écoulés depuis qu'ils se sont pas vus, mais lui n'a jamais cessé de penser à elle, et d'ailleurs, il s'est jamais marié, il est jamais vraiment... Il a eu 2-3 aventures amoureuses, mais rien de sérieux, parce qu'il a toujours eu cette fille en tête. Et contre toute attente, elle se souvient très bien de lui, et donc ils vont aller boire un verre, sympathiser, se donner des nouvelles. Et lui, il y a comme un espoir qui va naître dans sa tête jusqu'à ce qu'elle lui dise ah bah ouais, mon chum aussi, comme toi, il adore ça. Puis là, comme son monde s'effondre, un autre cœur tombe. et tous ses espoirs s'envolent. Malgré ça, il aime passer du temps avec elle, même s'ils sortent pas ensemble, donc il va continuer cette relation amicale avec malgré tout un peu d'espoir. Puis à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, les cœurs, les vies vont juste continuer à tomber. Alors il y a quand même un glas, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête du personnage et qu'on ressent presque au-dessus de notre tête tellement l'ambiance est pesante à chaque fois. C'est comme, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer quand il va arriver à 0 ? À un moment du manga, et j'ai trouvé ça intéressant, on va changer de personnage principal, on va suivre un autre personnage qui est une fille et qui elle aussi a des cœurs au-dessus de la tête et qui elle aussi est plus ou moins amoureuse de la même personne. On va se rendre compte que elle aussi ses cœurs baissent, elle non plus, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Puis est-ce que c'est une compétition entre les deux? Est-ce qu'il va y avoir un lien entre ces deux personnes? Est-ce que... bref, on n'a aucune idée. Fait que c'est vraiment super énigmatique et ça nous tient vraiment en haleine pendant toute la lecture. Donc vraiment, je le conseille. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de forcément de romance, en tout cas la romance n'est pas atteinte dans le premier volume, ça c'est sûr, mais vraiment le côté très énigmatique et très original du manga fait qu'on a vraiment envie de continuer. Donc ça s'appelle Nine Lives Man, un amour à sens unique, et c'est un manhwa chinois. Et c'était donc, comme je disais, mon préféré de la semaine. Fait que c'est pas mal ça qui conclut mon live de ce soir. Pour terminer, j'ai une petite annonce à faire. Ce soir, c'est mon dernier live de nouveautés. À partir du mois de mars, on va continuer à vous présenter les nouveautés chaque semaine comme d'habitude, mais ce sera plus des lives, ça va être des vidéos préenregistrées. On avait commencé les lives quand le Covid a débarqué, parce qu'on voulait avoir plus d'interaction avec vous. Aujourd'hui que la boutique est réouverte et qu'on peut à nouveau vous voir, ça fait moins de sens, puis ça donne des vidéos qui sont moins de qualité et on a vraiment perdu cette qualité, on trouve ça dommage. Alors on voudrait retrouver des vidéos de qualité. Donc les vidéos à partir du mois de mars de nouveautés seront préenregistrées. Je vous dis pas encore sur quel format, vous pourrez le découvrir. Ça va être sur YouTube, il y aura probablement une annonce qui sera faite sur Facebook également quand ça va paraître. Et par contre on continue les lives tous les mardis et tous les jeudis, les mardis en français puis les vendredis en anglais. Fait que ça continue comme d'habitude, donc on continue à vous parler. Fait que merci beaucoup pour votre attention puis votre participation ce soir. Merci à Sarah, notre super fan de la journée. J'ai encore un message qui me dit que tu regardes, fait que merci d'être restée Sarah. Et merci aux autres également. Je vous souhaite une belle soirée, puis on se recroise mardi pour un prochain live. Bye bye tout le monde!